MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui éclaire. Pour vous servir, veillons à ce que chaque information soit pure. MCTV, la chaîne qui enseigne, la chaîne qui... Amis téléspectateurs de MCTV, bienvenue dans votre émission Avis d'experts. Avis d'experts reçoit aujourd'hui comme invité Cheikh Mbacké Sène. Cheikh Mbacké Sène, il est expert en communication stratégique, en veille et intelligence économique. Cheikh Mbacké Sène, bonjour. Alors, bonjour. Commençons par cette information qui défraie la chronique aujourd'hui, l'affaire Babacar Ngom, du nom du président directeur général de Sedima et son différend avec les populations de Ndingler et de Djilakh. Monsieur Ngom a brandi un titre foncier des terres en question et ne compte pas reculer devant cette question. Comment analysez-vous à travers cette affaire le foncier au Sénégal? C'est une situation regrettable dans la mesure où, comme on dit, c'est nous dans nous. Donc, on aurait pu peut-être avoir une autre situation, c'est-à-dire avoir un étranger qui vient s'accaparer de nos terres. Certes, c'est un Sénégalais, mais c'est difficile de comprendre aussi que des terres soient occupées par des générations de familles pendant de longues années, et que du jour au lendemain, ces terres soient attribuées à quelqu'un. Maintenant, plus que le problème foncier, lui en tout cas, dans ses déclarations, il dit que c'est une bagarre autour de la vérité et non une bagarre autour du foncier, parce qu'il peut surseoir le projet sur 1 ou 2 ans, ou en tout cas laisser la possibilité aux autorités de trancher sur la question, aux autorités judiciaires de trancher sur la question. Mais sur le problème foncier particulièrement, il faut savoir que moi je dis, je suis de ceux qui ont dénoncé le problème foncier au mois de mars dernier, parce que je trouve que c'est une plaie dans la gestion territoriale, gestion foncière donc du pays, et qu'il faudrait réfléchir véritablement, approfondir ces questions, la réflexion en tout cas, s'il le faut même penser à des assises nationales sur le foncier, parce qu'on a vraiment besoin de résoudre ces problèmes-là, parce qu'on en voit de plus en plus. Le problème de Ndingler, on ne peut pas ne pas être sensible, ne pas en être sensible, dans la mesure... Parce que je suis, personnellement en tout cas, en tant que Sénégalais, on a un sentiment d'injustice, et puis de la compassion envers ces populations-là qui ont quand même occupé, qui ont hérité de leurs ancêtres ces terres, d'une part, et d'autre part, quand je parle personnellement, parce que je suis plus ou moins originaire de la zone, donc mes parents, mon père en tout cas est originaire de Mousnar. Mousnar n'est pas loin de Ndingler, et puis le même problème s'est posé à Mousnar, avec cette fois encore une situation beaucoup plus extraordinaire, puisque c'est un étranger qui avait reçu qui avait la possibilité de recevoir en tout cas des terres. Le même problème aussi à Dioba et ailleurs. Donc il est urgent aujourd'hui en tout cas de se poser, en tout cas que les autorités se penchent en tout cas sur ces questions foncières, et de trouver une solution qui permette de sécuriser voilà. Quel que soit le projet, quelle que soit la valeur ajoutée du projet, je pense que ce qu'il faut mettre en avant, c'est les populations qui détiennent ces terres depuis un certain nombre de décennies. D'accord. Merci Cheikh Mbacké Sène. Parlons actuellement de la situation actuelle du pays. La Covid-19 et sa gestion de cette crise sanitaire. Comment analysez-vous un peu l'économie sénégalaise en temps de crise? L'économie sénégalaise est à l'image de toutes les économies du monde, qui sont aujourd'hui au ralenti du fait de plusieurs facteurs. L'inactivité due au confinement, bien que ce soit beaucoup plus criarde ailleurs que chez nous. Il y a aussi la baisse des commandes, donc à l'export et à l'import. Donc c'est des impacts, la baisse des recettes douanières et fiscales, donc pour chaque pays, la réduction de la mobilité des marchandises et des biens et des personnes, donc
Et donc, c'est un ensemble, un bouquet de facteurs qui font qu'aujourd'hui, toutes les économies du monde sont naturellement fortement impactées. Et c'est une crise généralisée qui a tendance à aller vers une récession globalisée. Donc, elle est imminente, cette récession? La récession, elle est imminente, mais en fait, on s'acheminait vers une récession, sauf que je pense que l'effectivité dépendra de la durée de la pandémie et surtout de la capacité des pays à se relancer. L'inactivité a fait beaucoup de mal, mais puisqu'on a repris les activités, même si c'est partiellement, au niveau du pays, moi je pense qu'on a quand même une petite chance de freiner. Tu penses qu'on peut résister? On peut résister, on est en train de résister, parce qu'on devait s'attendre à une situation beaucoup plus difficile en ce moment même, et qu'aujourd'hui on est en train de résister. Je pense qu'il y en a quand même cette capacité de résilience insoupçonnée, mais qui existe quand même. C'est une déchirure quand même sur le plan économique. La croissance est tombée si bas. Le débat est relancé autour de l'économie. Il faut un nouveau départ, il faut une relance économique. Vous pensez que c'est un slogan où on peut en faire une réalité? De toute façon, quel que soit ce qu'on fera, c'est une relance. C'est-à-dire que même si c'est une relance de 0,01%, ça sera une relance comparée à la situation actuelle du pays. On a eu la chance, j'ai dit la chance, d'avoir eu peut-être un pays qui s'était inscrit dans une dynamique de croissance exponentielle ces dernières années. Peut-être c'est ça qui nous a aidés, parce que quand même, mine de rien, on était sur une croissance de 5,3 à 6%. Ce qui veut dire qu'on avait quand même, malgré tous les chocs exogènes et endogènes, malgré les déficits qui s'étaient creusés eu égard aux différents investissements lourds quand même que le pays a eu à consentir ces dernières années, on s'en est sorti avec une croissance de 5,3 voire 6%. Ce qui veut dire que le pays était dans de bonnes dispositions avec des indicateurs qui étaient plus ou moins dans le vert. Maintenant, on a perdu plus que 4 points qui vont être difficilement récupérables du fait de plusieurs facteurs aussi. De la situation structurelle du pays, parce qu'on s'était engagé sur ce qu'on appelle le budget programme qui est inhérent aux critères de convergence de l'espace UEMOA, qui nous contraignait à revoir un peu nos modes de fonctionnement. On a des caisses aussi qui avaient souffert un peu des investissements lourds. On est un pays aussi endetté, il faut l'accepter, et on n'a pas beaucoup de ressources. Quand à cela s'ajoute l'inactivité, en tout cas la baisse de l'activité, aussi bien dans les secteurs économiques qu'au niveau de l'administration. Parce qu'on a eu une administration qui a fonctionné quasiment pendant pratiquement 3 ou 4 mois à hauteur de 35%, voire 40% de ses capacités donc de valeur. Et donc tous ces paramètres-là font que c'est difficile. Et aujourd'hui, on a une reprise progressive. On n'a pas une reprise complète, une reprise progressive avec de la prudence dans les investissements, de la prudence dans la production industrielle, etc. Parce que il faut que la productivité va au rythme de la demande. Donc, il faut que l'offre parte au rythme de la demande, de façon progressive, pour éviter de se retrouver dans des situations inconfortables ou dans une inflation. Et donc, ces choses-là, tous ces paramètres-là font que, voilà, on est dans une phase de relance, mais une relance poussive qui doit se faire et qui doit prendre son temps, le temps normal, pour qu'on puisse arriver à quelque chose. Le temps normal, on doit le démarrer comment? Alors, parce qu'en temps de crise, quand même, c'est pas facile de parler de relance. Est-ce qu'on aura les repères un peu pour se dire, je vais partir de là? L'économie est comme l'image. Comme je dis, l'économie c'est comme l'image ou la notoriété d'une personne. Il suffit beaucoup de temps pour la construire et peu de temps pour la déconstruire. On a perdu 4 points de croissance. 4 points de croissance, on a chuté de 5,3 ou 6%, 5,3 jusqu'à 1,1% en termes de projection. Toujours on est dans les projections, ce qui veut dire qu'on peut faire plus que 1,1%, tout comme on peut faire moins 1,1%. Tout dépend de la manière dont on continuera à gérer la chose et de la durée de la pandémie. Maintenant, rattraper ces 4 points, parce que c'est plus que 4 points qu'il faut rattraper. Rattraper ces 4 points, sachant on a un déficit qui s'est creusé, on a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Je ne pense pas qu'on puisse
se retrouver avec le même niveau de croissance qu'on avait en 2019 dans les 3 prochaines années. Ce qui veut dire que ce que je dis, je pense que la reprise totale au point où on était en 2000, sauf miracle bien sûr, parce que sachant aussi que ce qui devait donner un second souffle à nos économies, c'est-à-dire la relance de la productivité du pétrole et des autres infrastructures, des autres ressources du moins, ont été repoussées parce que les deadlines ont été repoussés, il y a eu du retard sur l'exploitation de certains sites et donc reporter donc cette reprise vers peut-être dans 3 voire 4 ans. Donc ce qui veut dire que peut-être même le président Macky Sall en fin de mandat ne verra pas la reprise totale. Ne verra pas la reprise totale. Est-ce qu'il ne fallait pas attendre d'abord la fin de la crise pour un peu s'aventurer à la relance économique? Non, c'est justement le contraire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que attendre que le pays soit totalement à terre pour repartir, c'est difficile. Donc c'est impensable même. D'ailleurs, les décisions, je pense que les décisions de déconfiner les gens, parce que on a un tissu économique quand même qui est composé à 90% de personnes qui travaillent dans l'informel, de l'informel. Donc confiner les gens, sachant que l'État ne peut pas assurer leur survie, entre guillemets, c'est difficile. C'est tuer les familles et tuer l'économie. Donc déconfiner pour permettre aux gens, pour permettre une reprise progressive de l'économie, je pense que ça a été une bonne chose. Donc ces décisions qui ont été prises par le chef de l'État ont été motivées en tout cas par cette nécessité d'aller vite vers une relance de l'économie. Oui. Oui, allez-y. Maintenant, ça doit être accompagné par un certain nombre de mesures aussi. Donc, vous l'avez dit, il se peut même que ce sera après le règne du président Macky Sall. Cet équilibre en tout cas, à la fin de ce mandat, on ne sait pas si c'est après le règne, mais à la fin de ce mandat, je pense qu'on commencera à comprendre, en tout cas, on aura peut-être d'ici un an et demi les prémices de la relance, les premiers résultats en tout cas de la relance. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que retrouver les 5,3%, 6% de croissance, avec tous les paramètres qu'on peut intégrer aujourd'hui, y compris la productivité du pétrole ou la relance totale de toutes les... Sachant que il y a beaucoup d'impact chez nos partenaires aussi commerciaux. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que l'impact d'emplois perdus, de baisse de productivité. Oui, Cheikh Mbacké Sène, je le rappelle, vous êtes expert en communication et en économie intelligente. Par rapport à cette relance économique, vous ne pensez pas qu'on devait attendre, par exemple, la fin de la crise? Non, en fait, moi je pense que la stratégie qui est adoptée par l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est une bonne stratégie dans la mesure où il ne faut pas attendre que le pays soit totalement à terre pour relancer les choses. C'est maintenant qu'il faut, parce que quand on parle de capacité de résilience, c'est les capacités historiques, traditionnelles, connues, donc déjà, mais aussi disons les ajustements qu'il faut faire pour permettre au pays de résister, de se renforcer, pour permettre l'activité, rompre avec l'inactivité qu'on a connue ces derniers mois. Je pense que ça a été une bonne solution, une bonne stratégie. Donc c'est les décisions qui ont été prises par le chef d'État, c'est des décisions qui sont motivées justement par ce désir-là, en tout cas cet impératif de reprendre l'activité. Oui, il nous faut un point de départ quand même quand on parle de relance économique. Est-ce que vous pensez qu'on est assez outillé pour se dire on va partir de là pour faire une relance économique? Alors, assez outillé, moi je pense, parce qu'en fait, qu'on soit outillé ou pas, on est obligé de se relancer. Toutes les économies, quelles que soient les échelles. Sur quelle base? Les fondamentaux, en fait, c'est les mesures qu'il faut prendre. Hein. Je pense qu'on parte d'abord de nos moyens. Donc il faut partir de nos moyens. Aujourd'hui, il est hors de question de s'endetter pour se relancer. Il a été question de soulager les économies, en tout cas les finances de nos pays par l'effacement de la dette. Moi, je dis que c'est une aubaine aussi bien pour les pays, pour les bailleurs que pour les pays endettés. Pour une raison très simple, c'est que on est dans un contexte particulier, très particulier, dans la mesure où il y a comme une sorte de prise de conscience. Je dis que c'est une lame de fond qui est en train de cheminer
prise de conscience d'une nouvelle génération, génération de population, mais aussi génération de gouvernants, qui ont tendance à penser, et à juste titre, que les relations que nos pays ont toujours eu avec les bailleurs, c'était des relations déséquilibrées et qu'il faut aujourd'hui aller vers l'équilibre, le rééquilibrage des rapports. Donc, parce que les Africains pensent toujours être lésés, et c'est le cas, être lésés dans tout ce qui est de contrat d'endettement, tout ce qui est convention d'endettement. Donc, il faut aujourd'hui rompre avec ça, essayer de rééquilibrer. Maintenant, si les bailleurs, les Occidentaux comprennent la situation comme une opportunité et que saisissent, en tout cas fassent preuve d'une forme d'intelligence économique pour éponger en tout cas une bonne partie de la dette, cela leur permettrait de ralentir cette lame de fond qui est en train de monter et qui risque d'être brutale, parce qu'il y a une rupture brutale qui risque d'arriver. Donc éviter, contourner en tout cas, sinon retarder cette rupture brutale en effaçant la dette est une solution. L'autre solution, c'est que la plupart des pays qui nous prêtent de l'argent, nos bailleurs, c'est des pays qui ont quand même qui ont un certain leadership, qui ont envie de préserver, qui veulent garder un certain capital sympathie vis-à-vis des pays endettés. Et donc, ça leur permettrait peut-être de continuer à se positionner en tant que tel, comme leader, donc en tant que tel, et puis comme partenaire aussi privilégié. Donc, il y va de leur intérêt d'user de cette forme d'intelligence économique. Maintenant, au niveau des finances de nos pays, ça nous soulagerait, parce que cet argent qui devait être destiné à rembourser des dettes peut être réinvesti dans nos économies. Et il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. L'Afrique a un poids important en termes de ressources, mais un poids économique aussi dans l'échiquier des échanges commerciaux. Et si l'Afrique souffre, c'est sûr et certain que le monde va en pâtir. Parce que si l'Afrique décide de bloquer ses ressources, parce que les 10 ressources les plus importantes, l'Afrique détient les tiers des ressources les plus importantes aujourd'hui, qui constituent aujourd'hui soit des produits, soit la matière première. Donc si on n'aide pas l'Afrique à se relancer, je pense que c'est l'économie mondiale qu'on plomberait. Mais dans ces jeux entre pays forts et pays un peu, si on peut le dire, assez faibles, l'Afrique avec sa potentialité, vous ne pensez pas qu'en interne, il peut se soulever? L'Afrique peut se soulever parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, on a besoin des autres. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas. Les autres sont sur des logiques d'industrie 4.0 en intégrant tout ce qui est intelligence artificielle. Nous, on n'y est pas encore. On est même à peine sur l'industrialisation 2.0. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peu d'entreprises africaines utilisent des automates ou des trucs pour ce truc. Donc aujourd'hui, ce dont l'Afrique a besoin, c'est des raccourcis. Mais l'Afrique a besoin d'avoir toujours la main de ces pays avancés, ne serait-ce que pour l'écoulement de ces produits, mais aussi pour certains produits, parce que nous ne produisons pas suffisamment, nous n'exploitons pas suffisamment nos opportunités, parce que nous n'avons pas ni totalement les compétences qu'il faut, ni totalement nous ne sommes pas assez outillés en termes d'infrastructure, en termes de compétences, en termes de technologie. Parce que pour pouvoir arriver à un niveau où on peut se dire on n'a plus besoin de personne, on peut vivre en autarcie ou intercommercer entre nous. Mais ce qui est en train de se faire et qui est extraordinaire à l'échelle régionale et sous-régionale à travers les institutions comme la CEDEAO, c'est qu'il y a beaucoup de tares qui sont gommés, beaucoup d'efforts qui sont consentis et une bonne politique quand même malgré quoi. Tout ce qu'on peut dire, il y a une bonne politique d'intégration quand même qui est en train de se mener depuis un certain nombre d'années. Notamment le passeport commun, l'espace CEDEAO résout beaucoup de problèmes. Mais comme je dis, on a encore toujours des blocages. Et ces blocages-là, pour que cette intégration, en tout cas cette autonomie puisse se faire d'abord à l'échelle sous-régionale, régionale, avant de se départir complètement parce que ça n'arrivera jamais déjà. C'est utopique de penser qu'on peut tout rompre avec les grandes puissances, avec les autres continents, c'est impossible. Même l'arrimage du CFA
la fin de l'arrimage du CFA est utopique. Donc il y aura toujours l'arrimage à des monnaies de référence. Si ce n'est pas le dollar, si ce n'est pas l'euro, ce sera toujours le dollar. Donc c'est des monnaies de référence, le monde est ainsi fait. On n'y est pas encore dans une situation où on peut espérer peut-être avoir une monnaie assez forte pour concurrencer ces deux monnaies-là. Il y a un travail à faire et ce travail-là, on est en train de le faire. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est que, comme je dis, pour revenir à votre question, c'est qu'il y a un effort, des efforts, même je dirais, colossaux qui ont été consentis, avec des points sur lesquels l'Afrique a beaucoup réussi, c'est notamment sur tout ce qui est intégration sous-régionale ou régionale, où on peut observer aujourd'hui des pays qui commercent entre eux, voilà, et que ça aurait pu être parfait, n'eût été peut-être les quelques blocages liés à la corruption, les problèmes d'infrastructure, parce que pour l'acheminement de la marchandise, mais aussi les corruptions qu'on connaît au niveau des zones frontalières. Voilà, moi je pense que c'est sur ces points-là qu'il faudrait travailler pour parfaire un peu l'intégration. Toute la monnaie unique viendra naturellement à son heure, retardée sans doute par la pandémie, mais ça viendra à son heure. D'accord. Mais au-delà du déficit économique, il y a le problème de l'endettement. Oui. En plus, le problème récurrent de l'emploi des jeunes. Oui. C'est quoi la solution sur le plan économique? Alors, l'endettement, la solution, on l'a, je pense. On a la solution. Le premier point, c'est que on a ce qu'on appelle les critères de convergence, déjà qui imposent une certaine rigueur budgétaire. C'est que plus on maîtrise nos finances, moins on va s'endetter. Donc ça, je pense que 90% des pays qui sont dans la zone UEMOA ont quand même pu respecter, avant la pandémie, étaient sur le point de respecter un peu l'essentiel, les 3 points en tout cas, parce qu'il y a 16 points sur les critères de convergence, mais 3 points au moins, 3 points sur lesquels c'était sur le déficit, l'inflation et la croissance. La plupart des pays avaient plus ou moins respecté ces critères-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un choc exogène qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui malheureusement, qui est la pandémie, qu'il faut intégrer, c'est réajuster par repartir. Mais la plupart des pays avaient basculé aussi dans ce qu'on appelle les budgets programmes. Donc ces pays-là aussi, budget programme, c'était moins de contraintes, plus de souplesse dans la gestion et plus de rigueur dans les dépenses publiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est que toutes les bonnes décisions qu'on doit prendre dans le cadre de la résolution de la pandémie entraînent forcément un dérèglement financier. Donc, du coup, on est obligé de subir ces choses-là encore un moment. Mais je pense qu'on a tous les mécanismes pour réduire l'endettement. L'endettement aujourd'hui du Sénégal est à combien? Il est à 6,7, 6,8%. 63%. Déficit. Et quand on compare le pays, quand on compare le Sénégal comparé la moyenne par rapport à l'endettement dans l'espace européen, Europe des 27, je ne parle pas de l'Europe de la zone euro, mais l'Europe des 27 est de 103%. Donc pour le Sénégal, c'est 67-68%, c'est quand même maîtrisé. Parce que l'endettement aussi, c'est par rapport à la maîtrise, par rapport aux finances du pays, par rapport à beaucoup d'autres paramètres. Donc on est sur un endettement qui est maîtrisé, donc il n'y a pas péril en la demeure comme on dit. Maintenant, il faut travailler à réduire cela. Voilà. D'accord. Cheikh Mbacké Sène, je rappelle que vous êtes notre invité, expert en communication et en économie intelligente. Cheikh Mbacké, une crise peut en cacher une autre. L'actualité est également dominée par des remous au sein du parti au pouvoir avec des querelles intestines. Il y a également ces querelles qui minent l'APR, mais également des révélations qui secouent la toile, des accusations tous azimuts entre partisans au sein du régime. Y a-t-il crise au sein du parti au pouvoir? Alors, crise, je ne pense pas qu'il y ait crise parce que ça n'empêche pas le fond. Parce que crise, il y a quoi? Il y a rupture d'équilibre. La définition de la crise, c'est quand il y a rupture d'équilibre. Il y a une situation linéaire et il y a une rupture, une cassure. Aujourd'hui, est-ce que l'APR ne fonctionnerait pas comme
elle devrait fonctionner? Non. L'APR fonctionne de façon normale. Donc il n'y a pas de crise. Est-ce que l'APR, aujourd'hui, la situation de l'APR gêne le fonctionnement de l'État puisque c'est l'APR qui est au pouvoir à travers une coalition? Non. Donc crise... Il y a quoi? Maintenant, il y a des remous comme... Voilà, parce que vous savez, c'est le reflet de la société, un parti politique. Le malheur de l'APR, c'est que l'APR a été formé dans des conditions un peu extraordinaires, avec un contexte un peu particulier comparé aux autres partis historiques. C'est dans un contexte très difficile et le président n'a pas eu le temps, arrivé au pouvoir donc sur un laps de temps très court, n'a pas eu le temps peut-être de structurer suffisamment le parti. C'est un parti aussi qui a grossi avec des gens qui sont venus d'un peu partout, qui veulent se positionner vite. Il y a un problème d'ego, il faut le reconnaître, il ne faut pas être dans le déni. Mais ça n'empêche pas le fonctionnement du parti. Donc on continue à gérer le parti de façon normale. Il y a un comité de discipline qui est assez rigoureux donc pour les récalcitrants. Et comme je dis, c'est combien d'adhérents à l'APR? Ce n'est pas parce qu'il y a 2 ou 3, 4 personnes qui sortent du lot, qui font des révélations fondées ou pas fondées, il n'y a qu'eux qui savent, qu'on va remettre en question les centaines de milliers d'autres membres qui sont derrière et qui sont disciplinés, qui sont qu'on n'entend sur rien. Voilà quoi. Donc maintenant, c'est la vie de parti avec tout ce que cela implique, avec une situation complexe. Peut-être il y a une guerre de positionnement, oui, parce que certains pensent que les dés sont jetés ou qu'il y a une ouverture par rapport à une éventuelle succession. Voilà. Oui, bon, ce qui a créé ces remous, ce sont les paroles, je peux le nommer, Moustapha Cissé Lo. Dans ses propos, on sanctionne, comme je vous l'avais dit, le privé, c'est-à-dire les insultes. Mais on note également le public, c'est-à-dire les révélations. Le public et le privé, le clos ou l'ouvert, finalement, où se trouve la ligne de démarcation? Alors, difficile à dire aujourd'hui dans la mesure où, vous savez, aujourd'hui, tout ce qui se dit en privé peut se retrouver du tic au tac en public. Les propos sont condamnables, naturellement. Toute bonne personne qui est censée condamnerait ces propos. Hormis le fait que ce soit dit en privé ou en public, c'est des propos qui sont condamnables. Ça fait mal de les entendre. Pourquoi on est arrivé à ces extrémités, Dieu seul sait. C'est regrettable pour tout le monde. C'est des frères du parti qui se querellent, ça ne fait pas plaisir. Maintenant, dire que... en tout cas, par rapport à la limite entre le privé et les révélations, parce que vous savez, les révélations, c'est facile d'en faire. Tout le monde peut faire des révélations, faire des allégations. Après maintenant, soit les autorités judiciaires s'en saisissent, s'autosaisissent ou soient saisies par des tierces personnes ou par des institutions. Donc maintenant, il y a des choses qui sont avancées, on attendra de voir ce que ça donne. Maintenant, quelle image cela donne pour nos dirigeants? Ceux qui nous dirigent. Alors, c'est ce que je dis. En fait, ce n'est pas l'image de 2 ou 3, 4 personnes qui vont ternir l'image de 100 ou centaines de milliers d'autres personnes qui sont derrière. L'APR, vous savez que ce n'est pas seulement Moustapha Cissé Lo, Moustapha Diakhaté et autres. L'APR, c'est aussi Macky Sall. Est-ce que vous l'avez entendu une seule fois, le président de la République, dire des propos déplacés? Jamais. Est-ce que vous l'avez entendu mettre quelqu'un mal à l'aise? Jamais. C'est un modèle. Il y en a d'autres personnes qu'on peut citer au sein de l'APR. Il y a beaucoup de personnalités au sein de l'APR qui travaillent, qu'on n'entend jamais sur des polémiques. On a tout entendu sur un ministre comme Makhtar Cissé. Vous ne l'avez jamais entendu se prononcer de façon désobligeante ou dire des choses déplacées à l'endroit de qui que ce soit. D'accord. C'est des exemples. J'insiste là-dessus parce que c'est des exemples qu'il faut mettre en avant. C'est-à-dire que ceux qui se révèlent au grand monde et qui sont connus parce qu'ils sont célèbres pour telle ou telle raison,
Derrière eux, il y a centaines de milliers d'autres personnes qui ne sont pas révélées parce que c'est des gens qui sont éduqués, qui sont dans une certaine dignité et puis qui intègrent un certain nombre de valeurs aussi. Oui, d'accord. Le président est un modèle. Si on se base sur des critères que vous avez donnés, on est entièrement d'accord. Mais pourquoi ne pas sanctionner pour mettre fin à la récréation? Alors, ça, c'est une question qu'il faut le lui renvoyer, dans la mesure où c'est le patron. Donc, je pense qu'il y a les instances aussi qui font leur travail. Et la commission de discipline sanctionne chaque fois que c'est nécessaire. Voilà, comme je dis, il y a ces 2 ou 3 personnes qui sont peut-être indexées. Il n'y a pas péril en la demeure. Et puis la situation est peut-être plus ou moins maîtrisée. Maintenant, comme je dis, c'est un parti avec ses réalités aussi qu'il faut intégrer, qui est un bouquet de personnes venues d'un peu partout, de transhumants, d'anciens du Parti socialiste, d'anciens du parti du PDS et d'ailleurs. Et donc, c'est toute cette diversité-là qu'il faut gérer. C'est pas facile, surtout quand on est sur des doubles charges, donc de chef de l'État et de chef de parti. C'est très compliqué, mais je pense que jusqu'à maintenant, la situation est maîtrisée et que, comme je dis, donc, ça ne gêne pas ni le fonctionnement du parti, ni le fonctionnement de l'État du Sénégal. D'accord. Maintenant, restons dans l'actualité politique, M. Sène, pour en finir, avec ces dossiers brûlants qui déposaient sur la table du chef de l'État. Aujourd'hui est agité le poste de Premier ministre. Le débat est agité. Un remaniement ministériel est encore suscité. Mieux, un gouvernement d'union nationale est souhaité. L'œil de l'économiste ou de l'économiste politique sur cette question, bien sûr. D'accord. Alors, gouverner, c'est des choix. Donc, le président de la République a fait le choix de supprimer le poste de Premier ministre. On n'est plus à l'heure du regret. Donc, il faut faire avec. Peut-être que beaucoup de choses sont concentrées à son niveau. Certains pensent que peut-être que ce n'est pas approprié. Mais quand on supprimait ce poste-là, on était loin d'imaginer qu'on allait vivre cette pandémie. Maintenant, cette pandémie ne vient pas remettre forcément tout en cause. Donc, pour lui, en tout cas, au niveau d'information où je suis, les choses sont plus ou moins maîtrisées et que c'était la bonne solution qu'il faut faire. Maintenant, si demain il décide de revenir sur la question, oui, il a la possibilité, il a le droit aussi de revenir politique. Parce que, comme je dis, gouverner, c'est faire des choix. Quand qu'on voit que ces choix-là ne sont pas des choix pertinents, on peut revenir toujours. Mais je ne dis pas que c'est le cas. Donc voilà. Sur le deuxième point, c'est par rapport à... Bon, par rapport au gouvernement. Le gouvernement, en fait, voilà. Un nouveau souffle. Oui, en fait, vous savez, c'est des spéculations. Jusqu'à maintenant, c'est des spéculations. Possible que ça se fasse, peut-être que ça ne va pas se faire. Le moment, peut-être, à mon sens, personnellement, mon avis, le moment est mal choisi pour casser ce qui est en train de se faire avec l'organisation et disons, chaque ministre a ses repères en ce moment. Donc, si vous cassez, vous projetez d'autres personnes, on a un temps d'adaptation, ce qu'on appelle période de grâce pour chaque nouveau ministre qui arrive ou un ministre qui change de jeu de chaise musicale, qui change de poste. Donc, il y aura toujours cette période de grâce. Et on n'a pas besoin de ça en ce moment, surtout quand on parle de relance. Maintenant, donner un nouveau souffle au gouvernement, peut-être que ça peut arriver, parce qu'on est toujours dans une démocratie où, avec un certain nombre de prérogatives que le chef de l'État a, qui lui permettent de pouvoir remanier quand il juge que c'est le moment de remanier. Ouvrir le gouvernement aux autres partis, si c'est... parce que le Sénégal, c'est un projet de société. C'est un seul projet de société. Il n'y a pas 2 projets de société, il n'y en a pas 36 000. C'est un seul projet de société. Tous les Sénégalais doivent se sentir concernés. Il y a une période d'élection, comme je dis, il y a une période d'union nationale pour travailler ensemble. Ceux qui sont à l'APR ou au PS ne veulent pas mieux que ceux qui sont à Réumi ou à PASTEF. Donc, c'est des Sénégalais partout qu'on retrouve qui ont des compétences un peu partout. Aujourd'hui, Dieu a fait que c'est ceux-là qui sont au pouvoir. S'ils décident d'ouvrir, oui, parce qu'ouvrir aussi, il faut y avoir plusieurs lectures. Ouvrir pour permettre
de pacifier aussi l'espace politique afin qu'on puisse s'acheminer vers une émergence dans un esprit tranquille. Oui, pourquoi pas. Maintenant, tout dépend du chef de l'État, donc qui est la seule personne habilitée à prendre ces décisions-là. Mais voilà, on ne se plaindrait pas aussi qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. D'accord, c'est la fin donc de cette émission. Cheikh Mbacké Sène, MCTV vous remercie. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité de pouvoir échanger sur ces questions importantes pour nos concitoyens. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes expert en communication, veille et en économie intelligente. C'en est tout également, amis téléspectateurs de MCTV. Merci MCTV vous donne rendez-vous à une autre émission d'Avis d'experts. Au revoir. Médina Cher, Médina Cher, Médina Cher TV, chaîne de lumière. Médina Cher, Médina Cher, Médina Cher TV, chaîne de lumière.